The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et pour cette nouvelle émission consacrée aux jeux de rôle, je suis en compagnie de celui qui a plusieurs faces à son dé. C'est bien sûr Dédé Schutz. Salut Dédé. Bah oui, et j'en ai même 2 dans mon pseudo des faces à mon dé. Ouais. 2 dés. En fait, c'était prédestiné à parler de jeux de rôle, je pense. Ah ouais, je pense que c'est ça. Hein. Même si on sait qu'on peut jouer aux jeux de rôle sans dés. Oui, c'est vrai. On va en parler de pas mal de jeux. Ouais, mais c'est quand même plus marrant avec les dés. C'est rien que parce que on peut les casser, on peut les faire rouler, on peut dire attends je le relance, il est tombé sous la table quand on a fait un très mauvais jet. Déjà on peut dire bonne année. C'est vrai, on peut dire bonne année. Bonne année à tous les auditeurs. Et auditrices, ouais, parce que c'est la première émission Oui. jeu de rôle de 2024. Oui. Donc on espère que cette année sera placée sous le signe, j'allais dire, du coup critique pour faire pour faire un petit jeu de mots et un petit clin d'œil à mon ami le pionfesseur, mais plutôt de la réussite critique plutôt que de l'échec critique. Hein. Et pas de fumble cette année. On vous le souhaite. Non. Comme d'habitude, on va faire une petite partie, une première partie consacrée aux news, achats, jeux qu'on a pu découvrir. Et puis ensuite, on parlera un peu plus en détail de Cthulhu Confidential, dont on avait déjà un petit peu parlé. Mais puisque toi, tu as été meneur pour ce jeu déjà 2 fois, et dont une fois avec moi, où j'ai pu être la joueuse incarner un des personnages, puisque c'est un jeu qui se joue exclusivement à 2, hein, c'est ça, À 2, en oui. principe. Oui. Hein. Oui, c'est ça. Donc on reviendra sur Cthulhu Confidential après. Mais pour commencer sur les news, on peut parler d'un jeu qui est en financement participatif actuellement sur Ulule, ou Ululé. Je pense que jamais je ne saurais comment il faut le prononcer exactement. Ouais, ça reste un mystère. Ça fait partie des mystères de la vie. Et je pense même que si j'avais la réponse, j'oublierais immédiatement, tu vois, on aurait reset ma mémoire. Donc ce jeu, c'est Dante Inferno, qui est proposé par Studio Agathe, et c'est la version traduite en français d'un jeu de rôle qui est édité originellement par Acheron Games, qui est un éditeur de jeux de rôle italien, me semble-t-il, enfin j'en suis même quasiment sûre, à 99,99%. Ce sont les mêmes auteurs que ceux qui avaient fait Brancalonia, auquel je n'ai pas eu l'occasion de jouer, mais qui a l'air assez cool. Et donc, dans l'enfer de Dante, forcément, ça va se placer dans l'univers de la Divine Comédie, donc qui est probablement le plus grand classique de la littérature italienne. Et franchement, l'univers a l'air assez fou. Moi, je n'y ai pas eu l'occasion d'y jouer. Ça reprend le système de la cinquième édition de Donjons et Dragons. En fait, c'est un système qui reprend le système de Donjons et Dragons, si j'ai bien compris. Voilà, on mettra le lien pour le financement participatif qui se finit fin janvier. Ok, il vous reste quelques jours. Ouais, je sais pas si t'as eu l'occasion de regarder un petit peu, mais... J'ai regardé un peu les visuels, ça a l'air sympa. Alors je te cache pas que je ne connais pas trop la Divine Comédie. Ma culture n'est pas si grande. Eh bien, ce sera l'occasion d'y remédier, hein, puisque c'est vraiment basé sur l'univers. En fait, la Divine Comédie, c'est un poème qui raconte le voyage en enfer d'un personnage qui cherche à retrouver sa bien-aimée Béatrice. Voilà. Et donc, il va parcourir l'enfer, et notamment, il y a les 9 cercles de l'enfer où il va voir tous ceux qui sont suppliciés. C'est peut-être assez violent, hein, quand même. Hein. Ouais, ça a l'air dark et dark fantasy, hein, comme on dit. Ouais. Dans l'enfer, les dessins, il y a beaucoup de rouge dans les dessins, étonnamment. Ouais. Et donc les joueuses interprètent en fait des égarés qui sont donc qui descendent en enfer, hein, pour rechercher quelque chose ou quelqu'un. Et donc en fait ça va reprendre un petit peu l'idée du voyage de la Divine Comédie. Donc Okay, moi je sais pas encore si je vais le pledger ou pas. J'avoue qu'il y a une part de moi qui a très envie et une autre part, la partie raisonnable, qui dit bon, j'ai déjà beaucoup trop de jeux de rôle à la maison, mais je ne sais pas encore. Je me réserve, je vous dirai ça la prochaine fois finalement. Tu veux pas le pack intégral collector à 190 €?
Bien sûr. C'est bientôt mon anniversaire, ceci dit, donc peut-être. Ah, bah voilà. Bah, faut que les gens te payent des coupes de champagne et hop, Mais oui, voilà, parce que je le rappelle, je le dis pas systématiquement, mais de temps en temps, mais j'ai un Buy Me Coffee que j'ai transformé en Buy Me Champagne. On peut faire Buy Me à JDR? Ah, on pourrait faire Buy Me JDR d'ailleurs. Et donc ce Buy Me Champagne, ça permet, si vous aimez les émissions, si vous avez envie de soutenir le podcast, vous pouvez faire un petit don. Je vous rassure, en fait, je n'utilise pas cet argent à acheter du champagne, hein. C'était plus pour la blague. En réalité, c'est surtout pour couvrir tous les frais d'hébergement, les frais au chat, qui sont pas donnés hein, quand même. Hein. Ils sont au chat ici. Ils facturent, mais alors le service est très bien, mais c'est pas donné quoi. Voilà. Non, c'est quand même, je trouve que ils s'emmerdent pas, et même quand si t'as deux podcasts différents, en fait, tu payes 2 fois le prix, quoi. T'as pas une ristourne ou tu vois le deuxième à moitié prix ou un truc comme ça. Je pense qu'à la fin de la première saison, je ferai un petit bilan financier de tout ça, et comme ça vous verrez que je ne mens pas. Donc si vous aimez ce que je fais et ce qu'on fait avec Dédé ou les autres émissions, les interviews, n'hésitez pas vraiment. Et en plus ça me fait toujours super plaisir. J'ai l'impression que c'est toujours comme ça. C'est mon anniversaire encore une fois, donc. On continue avec les autres news. J'ai vu alors aussi un jeu qui s'appelle Magie de minuit, qui sera en prévente à partir du 16 février. Là, pareil, je mettrai le lien, dans le billet si vous voulez aller regarder. C'est un jeu de rôle ésotérique et mélancolique. Je reprends la description, je vous rassure, hein, dans lequel les participantes incarnent des sorcières qui sont membres d'une sororité occulte et qui parcourent le monde et se confrontent à des problèmes de nature magique. Alors déjà le pitch est assez intriguant. C'est assez vendeur. Hein, ouais. Ah ça c'est vraiment... Là tu sens tout de suite que je suis hyper intéressée. Et alors petite cerise sur le gâteau, la mécanique de jeu est basée sur le tirage des lames du tarot de Marseille. Et on va utiliser la symbolique des cartes pour explorer le monde et agir en confectionnant des sortilèges. Alors là, je pense que là, on m'a complètement perdu. Parce que je le confesse, j'adore le tarot de Marseille et j'adore la divination au tarot de Marseille. Pourtant, je suis pas du tout croyante de façon générale. Hein. Je suis plutôt ce qu'on appellerait une zététicienne dans l'âme. Mais je me suis longtemps adonnée à la divination par les tarots de Marseille. Voilà, je vous révèle un petit scoop. Ok, alors le tarot de Marseille, oui, mais l'astrologie, c'est non, c'est ça? Tu es pas très fan de l'astrologie Non. Et de lire ton horoscope tous j'avais les des jours. J'avais des collègues qui parlaient énormément d'astrologie et je vous assure que je n'en pouvais plus. Et qui analysaient tout ce qui se passait au travail sous l'angle de l'astrologie. Ça devenait vraiment très gênant. Ah ouais, mais là t'as pas eu une augmentation, mais c'est parce que t'es Cancer, c'est pour ça. Tu vois, si t'avais été Capricorne, ça aurait été beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. Et si t'étais du 3e décan, bah voilà. Voilà. Écoutez, donc peut-être que, je sais pas, en ces périodes d'augmentation annuelle, peut-être vous pouvez tirer votre augmentation au tarot de Marseille, mais voilà, sachez que je me suis adonnée très longtemps à la divination au tarot de Marseille et tout, et en fait, c'est comme souvent, c'est beaucoup de psychologie qui te permet, enfin, c'est que tout est que ressort psychologique. Mais bref, du coup, les tarots de Marseille, moi j'adore, et donc du coup le jeu m'intéresse énormément. C'est un jeu sans meneur ou sans meneuse, qui est conçu pour 2 à 5 sorcières, et qui est écrit par Momie Magique et illustré par Ulver. Donc voilà, prévente à partir du 16 février. Alors, moi je pense que ça, je vais le prendre. Ah, je me suis déjà inscrite à la newsletter. Ah, c'est ça, on en reparle en février, alors dans notre épisode de février. Et c'est Angel Dust JDR qui propose ça, en fait. Et toi, Dédé, qu'est-ce que t'as vu comme news, sinon? Alors, moi, j'ai pas vu de news, mais par contre, en me baladant sur Instagram, j'ai eu une publication sponsorisée. On voit tout ce que c'est sur Instagram. Et... Ouais. Une vidéo de quelqu'un qui disait: vous avez découvert le jeu de rôle sur YouTube ou sur Twitch, mais vous n'osez pas vous lancer et tout ça. C'est une personne qui est maître du jeu et qui vient chez vous faire maître du jeu. Une vraie personne? Oui, une vraie personne. Alors alors là, la personne était sur Nancy, mais donc voilà, il se déplace.
Mais faut lui payer ses frais de déplacement. Ouais, faut le payer, tu payes le service, quoi, mais tu es plus obligé d'avoir un MJ si ça t'embête d'être MJ. Ben, tu l'appelles, hop, tu payes, et voilà, t'as ton MJ pour la soirée, quoi. Et tu sais s'il propose, quel jeu de rôle il propose? Est-ce que c'est toi qui choisis ou c'est lui qui choisit? Est-ce que c'est un peu comme un cuisinier à domicile? Est-ce que tu choisis le menu ou c'est lui qui te fait le menu en blind? Je sais pas. Je sais pas trop, quoi. Bah, faut lui dire quel jeu de rôle tu souhaites et il t'envoie des devis. Alors, il a des tarifs. 2 joueurs, c'est 50 €. En gros, c'est 25 € par joueur. C'est un peu, C'est pas cher. et ça décroît après jusqu'à 5 joueurs, c'est 20 € et 20 € par joueur. C'est 2 mois d'Ocha pour 2 podcasts. Ah, mais ouais, je vois Voilà, et ça. c'est Attends, je suis en train pour de regarder 4 en même heures, temps. voilà, tu vois, il fait pour 4 heures, tu peux louer 50 € pour jouer alors, avec ton groupe. Pour un anniversaire. Voilà, si Non, si mais tu écoute, veux c'est pas marrant. t'embêter, si tu veux pas t'embêter à être MJ, si tu veux juste jouer. J'ai trouvé ça assez original comme Comme concept. ouais, Le conte, c'est ce Spirit Temple. que j'ai vu. Après, il doit y en avoir d'autres, mais c'est celui-là sur lequel je suis tombé. Et, Ah, mais c'est assez marrant comme c'est assez concept. intéressant comme voilà de dire je vais animer des parties pour les gens, quoi. Mais ça, on en avait déjà parlé en fait du fait de faire payer les prestations de MJ quand tu sais qu'aussi les MJ ils achètent souvent c'est eux qui ont les livres et tout, c'est des investissements. C'est pas complètement délirant. Il y a des personnes qui ont pas du tout envie d'être MJ en plus. Hein. T'as des groupes qui ont du mal à trouver des MJ Ouais. parce que c'est plus entre guillemets de boulot de préparation que de jouer. Voilà, sachez qu'il y a un marché. Si vous êtes voilà MJ et que vous ne trouvez pas de joueurs ou que vous voulez peut-être vous spécialiser là-dedans, ben allez-y, il y a peut-être un marché. C'est ça aussi. Que Bah je écoute, voulais je vais dire. peut-être me recycler, tu Voilà. sais. Baimi Paul Gara à domicile pour vous animer un jeu de rôle, je ne sais pas. Pourquoi pas. Alors, je vais parler aussi de quelque chose qui est pas nouveau, mais que j'ai découvert il y a quelques jours. Alors, le jeu, il est pas nouveau, hein, c'est Pour la Reine, donc qui est un jeu, on l'a déjà dû en parler, de Alex Roberts, qui a été localisé en France par Brajlon Games, donc et qui a en fait lancé toute une série de jeux qui s'appelle For the Story, For the Drama, dans lesquels en fait c'est un jeu où sans préparation, sans meneur, sans meneuse, sans dés, on choisit dans le jeu d'origine une reine selon une illustration. Ensuite on a un paquet de cartes et à son tour chacune retourne une carte, lit la question, lit le petit texte et répond à la question en improvisant. Et bien sûr l'idée c'est de construire une histoire commune en rebondissant sur ce que chacun et chacune a pu dire. Alors on peut dire qu'on y a joué ensemble au Nouvel An. Oui, tu m'as fait découvrir ça. Je ne connaissais pas. Enfin, j'y avais jamais joué. Et voilà, j'ai découvert ça à Nouvel An. Je dirais pas que alors c'est sans préparation, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez difficile de partir de rien, notamment, voilà, et de commencer à ouvrir sur des trucs avec une simple question. Ça peut être un peu intimidant. Oui, c'est jamais si simple que ça. Et il se trouve que, je pense que je l'avais déjà dit, mais je vais au club jeu de rôle du collège. Et comme la dernière fois, j'avais plein de joueuses qui étaient venues. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elles étaient très intéressées par ce qu'on faisait ou si parce qu'il faisait très froid dehors. Je ne veux pas spéculer. Et comme je savais qu'il y aurait plus de monde, j'avais apporté le jeu parce que c'est vrai que c'est un jeu auquel on peut jouer à nombreux et nombreuses autour de la table. Donc j'ai fait jouer c'était des élèves de 4e, donc elles ont entre 13 et 15 ans en gros. Alors elles ont vraiment adoré l'expérience. Au début, elles étaient un peu, c'était pas forcément évident. Hein. Il y en a aucune d'entre elles qui a une grosse expérience de jeu de rôle. Elles ont pas spécialement fait de théâtre d'impro ou de choses comme ça. Mais elles sont quand même bien rentrées dans le truc. Et elles m'ont dit à la fin, c'était vraiment génial. Et j'ai senti que, ça avait vraiment marqué des points.
Et suite à ça, j'ai découvert qu'il y avait tout un tas de... Alors, il y en a qui étaient sortis dans la même gamme, hein, qui sont sortis chez Brajlon, donc Rituel, Donjon et Siphon. Mais il y a aussi plein de formules homemade, comme on dit, qui explorent qui utilisent la même mécanique dans des thèmes très variés. Et j'ai notamment découvert qu'il y en avait un qui s'appelle Pour Athéna. Alors là, t'as compris qu'on allait jouer les chevaliers du Zodiaque. Les chevaliers du Zodiaque, voilà. Si vous étiez ultra fan de Saint Seiya comme moi quand vous étiez plus jeune, eh ben c'est le moment d'aller sauver Athéna. J'en ai trouvé un aussi qui s'appelle Pour l'inspecteur Colombo. Ah, là tu me parles là. Là je kiffe quoi. Alors là, j'en cite deux, hein, mais il y a, je sais pas combien de versions possibles. Ouais, il y en a une trentaine, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est du print and play et vraiment c'est vraiment super quoi. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Mathieu B qui propose ça. Pour ton jeu de rôle avec tes élèves, tu peux leur proposer pour le CDI où tu incarnes une professeure documentaliste. Exactement, il y en a un qui s'appelle Pour le lycée, j'ai proposé en fait aux profs qui organisent le club de faire la version pour le collège du coup. Donc c'est vraiment chouette, allez regarder parce que ça peut être assez amusant et d'en trouver effectivement un qui s'inscrit dans un thème que vous aimez ou dans une réalité qui vous parle bien quoi. Tout est ouvert après. Et c'est bien sûr c'est complètement, c'est téléchargeable gratuitement, hein, c'est totalement disponible. On parle aussi des achats. Est-ce que tu as fait des achats toi? Alors j'ai fait des petits achats. J'ai acheté. On en avait parlé la semaine dernière, le mois dernier. C'est Terminus. Il était en promo. Tu as annoncé sur les réseaux sociaux qu'il était en promo. Et hop, parce que je suis une personne sympa. Ouais, je partage les bonnes infos. Et voilà. Et du coup, j'ai craqué. Alors, les promos étaient à 6 € au lieu de 8 €, enfin, $6 au lieu de 8 $. J'aurais pu l'acheter à 8 $, mais c'est l'occasion l'occasion fait le larron, comme on dit. L'occasion fait l'achat, donc j'ai acheté, donc Terminus, et j'ai commencé un peu à lire ça. Et alors, il y a aussi le tarot, justement, il y a... Pour situer, Terminus, c'est celui qui propose d'explorer les espaces liminaux. Et donc ça se joue aussi avec un jeu de tarot divinatoire. Et du coup, est-ce que tu as ton jeu de tarot maintenant? Non, je n'ai pas encore mon jeu de tarot divinatoire, mais ils indiquent qu'on peut le jouer avec un jeu de tarot classique. Et ça j'ai. Ouais, mais c'est moins drôle, je pense. Mais je pense que c'est moins drôle, ouais, de faire les adaptations. Alors j'ai un peu lu le truc, donc en fait, comment ça se passe? Tu vas dans un lieu qui pourrait être un espace liminal, mais où il y a plein de gens, tu vois. Mais si il y avait personne, ce serait vraiment bizarre. Donc dans genre un hall de gare ou quelque chose comme ça. Et en fait, le but le but, c'est pas vraiment un but, c'est comment ça marche. On va trouver un endroit où on peut écrire sur notre carnet, et puis on va d'abord aller se balader. On va arpenter un peu le lieu. On va noter sur un petit carnet ou mémoriser une petite scène de ce qu'on a vu ou une petite phrase qu'on a entendue de ci de là en passant à côté des gens. Et ensuite on revient à son point de départ et pour chaque bout de phrase qu'on a noté, on va tirer une carte et ça va nous donner un angle d'attaque pour pouvoir raconter le souvenir du fantôme, parce qu'en fait on est un fantôme qui va raconter ce qui s'est passé ici maintenant qu'il n'y a plus personne, mais avant il y avait des gens, et on va raconter ce qui s'est passé, et en fait on va essayer d'enrober par rapport à ce qu'on a entendu ou ce qu'on a vu. Personne qui perd ses clés, alors on va le noter, on va tirer une carte qui va nous dire que voilà, c'était par rapport à un thème, il y a des divers thèmes en fonction de ce qu'on va tirer comme carte. Ça peut être un amour perdu ou un accident ou un truc, et ça peut, c'est un petit peu obscur encore pour le moment. Je vais peut-être me lancer là si j'ai un peu de temps dans un endroit adéquat, contrairement à d'autres jeux de rôle qu'on joue chez soi tranquillement. Là, il faut quand même sortir pour aller voir, aller dans un endroit qui nous inspire, quoi. Ah, c'est cool ça.
Donc voilà, ça se permet de sortir un peu de chez soi. Donc je vais peut-être attendre qu'il fasse un peu meilleur parce que là, avec les températures négatives, il y aura pas grand monde, quoi. Oui, Il y aura pas grand monde, ouais. mais voilà, donc j'ai acheté ça. Et toi, t'as eu Moi, j'ai récupéré sur le PDF, parce que c'est un jeu sous format PDF, de Melville, qu'elle a sorti. Donc Melville, c'est une autrice que j'aime énormément et dont je suis beaucoup le travail. Notamment, c'était elle qui avait écrit le Bob qu'on avait fait tous ensemble Ah oui, je me avec disais bien que son nom me disait quelque chose. quelque part sur la route, là où on faisait Ouais. notre road movie en van, que tu conduisais avec talent, bien sûr. Bien sûr. Et donc là, elle a proposé en début d'année un jeu qui s'appelle Aventurière du terrain vague. Donc c'est un jeu qui tient en 2 pages. En gros, là, on va avoir une conteuse et des joueuses qui vont jouer les minots. Donc en fait, comme son nom l'indique, ils vont explorer le terrain vague. Ça se joue, les joueuses incarnent plutôt des enfants. On va créer son petit personnage, choisir sa couleur, etc. Et on va jouer avec un paquet de cartes classique, quoi. On va tirer une carte qui va au début pour dire la particularité. Donc selon qu'on fait cœur, carreau, trèfle, pique, ça dit quelque chose dans le jeu. On a un petit objet un peu fétiche et ensuite on va celle qui est la conteuse, donc l'équivalent de la meneuse, va distribuer des cartes et puis elle va décrire un peu le terrain, proposer des défis aux minots, etc., etc. Ils et elles vont explorer le terrain vague. Il y a des mystères, etc. Enfin, et j'ai trouvé ça vraiment super mignon. Ça se lit assez rapidement, hein. Et j'ai déjà des idées de personnes à qui le faire jouer. Mais voilà, j'ai trouvé ça très chouette. Donc je mettrai c'est sur le site, la page Itch.io de Melville. Donc je mettrai le lien, bien évidemment. Et alors elle le propose à $1. Ensuite, on peut toujours rajouter ce qu'on veut, hein, comme prix, ce qui permet de soutenir les créateurs et créatrices. C'est super important. Et toi, autre chose ou pas? Oui, moi il y a le Père Noël, tu sais, il y a le fameux Père Noël qui passe de temps en temps, une fois par an. Il m'a ramené Donjons et Dragons, 5e édition. Donc le Père Noël est quand même est geek en fait. Ouais, le Père Noël est geek. Il s'est bien cliqué sur ma wishlist. Et donc j'ai eu le triptyque voilà du livre, le manuel du joueur, manuel du maître et le bestiaire que j'ai commencé donc à lire un petit peu. Alors après voilà, c'est du classique. Alors moi j'ai jamais joué à Donjons et Dragons. Quand j'ai commencé, j'ai fait ouais, j'ai jamais joué à Donjons et Dragons. Du coup, je me disais ça m'intrigue quand même parce que les gens avec qui j'ai commencé, ils faisaient du Warhammer. Et du coup, j'ai plutôt joué à Warhammer et ils aimaient pas Donjons et Dragons. Alors j'ai dit OK. Si vous aimez pas, OK, je vais pas je vais pas vous forcer. Voilà, je vais pas vous forcer. Donc j'ai un peu laissé passer ça de côté. Et puis voilà, je me dis que c'est quand même un grand pan, faudrait quand même que je le lise. Après au niveau des peuples et des races et des différentes carrières, ça se rapproche de Warhammer, hein, c'est du médiéval fantastique, c'est un peu pareil quoi. Après je sais pas si je le ferai jouer, s'il faut que peut-être si les gens sont intéressés, mais rien que de le lire, ça me rappelle déjà des souvenirs mais plus de Warhammer, mais dans ce truc. Donc est-ce que c'est pas plus une Madeleine de Proust alors que je n'y ai jamais joué, tu vois? Moi, j'ai pas mal de bouquins de la 5e édition. Moi, j'ai joué à la première édition, en fait, puisque c'est le premier jeu de rôle que j'ai découvert. Mais en fait, j'ai pas rejoué en vrai, et j'ai toujours l'impression que les règles sont trop lourdes, en fait. Mais j'adore écouter les actual plays. Il y en a un en ce moment de Jean-Michel Abrassard dont j'adore les actual plays, qui fait les mines perdues de Falander, qui est le kit d'initiation, qui est le premier kit d'initiation qui a été ressorti pour la V5. Et il le fait jouer, et il joue notamment avec son fils, qui doit, tu sais, être préado, quoi. Enfin, qui doit avoir 12 ou 13 ans, quelque chose, 11, 12 ans. Et c'est hyper marrant, quoi. Hyper marrant, parce que les enfants font souvent des choix improbables.
Et moi, j'aimerais beaucoup y jouer, hein. Vraiment. Moi, pour le coup, là, moi, ce serait vraiment ma Madeleine de Proust d'y jouer. Mais je suis pas sûre que j'aurais envie d'être MJ sur du Donjons et Dragons. Je pense que j'aurais vraiment envie de jouer plutôt, quoi. Peut-être appeler Spirit the Temple. Ou je te proposerai, une fois que j'aurai lu une aventure. Ah, mais carrément. Alors là, tu peux me compter sur moi, je serai toujours partante. Ok. Parce que voilà, le médiéval fantastique, ça passe toujours. Bah, bien sûr. Moi, j'ai aussi acheté, alors je l'ai acheté en physique, je l'ai commandé sur Lulu, mais je l'ai pas encore reçu. Un jeu qui s'appelle Vagabonder dans les étoiles, qui est un jeu de Milouche, qui est donc une autrice de jeux de rôle. Donc Vagabonder dans les étoiles, c'est un jeu de rôle sans MJ, qui va proposer en fait d'incarner des hobos, donc c'est des vagabondes, des reines du rail, qui sont aux prises avec la société dans les États-Unis de la première moitié du XXe siècle. De ce que j'ai vu, en fait, le jeu fonctionne avec une carte sur laquelle on va déplacer les personnages, en fait. Et on va raconter sa vie, son voyage au fur et à mesure, quoi. Donc là aussi, je vous mettrai le lien sur la page Itch.io de Milouche. Et entre le 1er et le 15 février, elle va proposer aussi un autre jeu en financement participatif, je crois que c'est sur Kickstarter, qui s'appelle La Grive Noire. Un jeu où on joue, on ne joue pas vraiment avec des personnages. En fait, on n'a pas vraiment de personnages, mais on va jouer les lignes de force d'un paysage. Voilà, comme si on jouait que tu sais que les contextes, enfin que les cadres dans un jeu, quoi, et pas de personnages, quoi. Donc ça a l'air hyper intéressant. J'en reparlerai aussi quand le financement sera en cours. Ça a l'air sympa, en tout cas. Ouais. Et puis on a joué aussi. Oui. On a joué à Brindlewood Bay. Oui. Tout à fait, tu nous as fait découvrir ça. Donc une partie, un jeu de rôle dans l'ambiance arabesque où on joue des mamies. Des mamies quand même qui sont pas à l'EHPAD, hein, qui sont quand même plus péchues. Hein. Oui, vaut mieux. Ouais, parce que sinon ça irait un peu vite, quoi, comme session. Et je suis pas sûre qu'on gagnerait beaucoup en expérience. Donc Brindlewood Bay, c'est un jeu qui utilise le système du PBTA, donc propulsé par l'Apocalypse, donc un jeu de rôle qui est quand même assez narratif. Il a été créé par Jason Cordova et la version française, elle a été faite par Gulix. Il y a le livret, enfin le PDF, on peut récupérer le PDF avec les règles du jeu. Comment ça fonctionne en fait pour les maîtresses du crime, puisque les personnages que les joueuses vont incarner s'appellent les maîtresses du crime, donc c'est ces mamies, comme tu dis, enquêtrices, fans de romans policiers. Et puis il y a un deuxième PDF avec des mystères, je crois qu'il y en a 5 ou 6, je sais plus, peut-être même 6, qui sont proposés. Donc c'est un jeu d'enquête policière, mais avec la particularité, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de solution préétablie. C'est en fait les joueuses qui vont, en fonction de ce qu'elles vont faire, déterminer la solution de leur enquête. Donc voilà, elles vont enquêter, récolter des indices, interroger des témoins, fouiller, etc. Se moquer bien sûr du shérif local qui est forcément un peu nul. En plus, tu l'as bien choisi pour notre session. Il a une belle tête de shérif. Voilà. De shérif, comme on se l'imagine. Ton premier ressenti là, parce qu'on a fait la première session, donc on a fait la création des personnages et on a fait l'amorce du mystère. Quel est ton premier sentiment sur on a joué avec Mad et Elodie, hein, on leur fait un petit big up au passage. Quel est ton premier sentiment toi sur le jeu? Moi, je trouve que c'est pas mal. Après, moi j'aime bien aussi sortir des carcans, tu vois, jouer des chats. Jouer des mamies, on va pas courir après jouer des écureuils. Voilà, jouer des écureuils. Ça permet justement de sortir un peu de son cadre et de se mettre un peu des obstacles. C'est comme jouer dans le règne de la terreur, dans les trucs, ça sort vraiment de ton cadre, de ce que tu fais tous les jours, quoi. Et là, il faut vraiment c'est vraiment, après c'est plus, je pense, un peu plus deuxième degré, de jouer des mamies qui mènent l'enquête, tu vois, mais c'est bien agréable comme ambiance. Et puis le PBTA, ça laisse la part belle à l'improvisation de tout le monde. Chacun peut
rajouter sa pierre à l'édifice, à la création du monde. Ouais, parce qu'en fait, il y a très peu de choses qui sont préétablies. Et en fait, sous forme de questions, on crée au fur et à mesure le cadre ensemble, le lieu, la ville de Brindlewood Bay, les habitants, les souvenirs communs, etc. Mhm. Moi, c'était la première fois que je faisais MJ sur du PBTA, donc j'étais ultra stressée, bien sûr. J'avais un peu peur de pas savoir gérer, de pas savoir quand laisser de la place à vos contributions, comment être quand même, que ce soit quand même un peu cadré pour que vous ayez quand même le sentiment, d'évoluer dans une vraie intrigue. Mais vraiment, j'ai passé un super moment, quoi. Ça a été vraiment génial. Et j'aime beaucoup la création commune, en fait. Ouais. Bah, en fait, je pense que pour le MJ, c'est un peu moins, ça devrait être un peu moins stressant. Après parce que tu as pas tout le poids de l'univers à tenir, à dire voilà, ça c'est comme ceci, ça c'est comme ça, ah non mais ça tu peux pas faire parce qu'on est en cette année-là, donc ça existait pas ça. Donc là t'as tout le cadre que tu portes en tant que MJ, que là pas forcément. Tu dis bah ouais, ça tu fais, mais pourquoi, comment ça se fait que tu sais faire ça, ou comment raconte-nous ton truc. Et donc c'est plus aux joueurs et aux joueuses de faire d'apporter ils ont un peu plus de poids sur le monde. Bah, là où je suis d'accord, c'est que ce qui est vrai, c'est que t'as moins le poids, d'avoir un univers, d'être dans le canon de l'univers, de bien respecter, de pas faire de faux pas, pas de planter. Et en même temps, t'as rien de tangible auquel te raccrocher. Oui, c'est sûr. Tu vois, donc il faut quand même être super à l'écoute des joueuses pour bien rebondir, réagir et aussi recadrer, mais de façon super subtile, en fait. T'es vraiment dans la subtilité, quoi, j'ai trouvé. Mais c'était vraiment génial. Moi, j'ai adoré. Et si ça vous plaît autant qu'à moi, je pense qu'on essaiera de faire tous les mystères pour avoir le... Parce qu'en fait, les mystères sont pris on peut les faire individuellement. Et après, il y a une sorte de fil rouge entre tous les... Voilà, il y a une sorte de trame, de toile de fond, de trame générale qu'on peut explorer. Et c'est clair que ça me donne vraiment envie de tenter ça, quoi. Mmh. Bah ouais, c'est super agréable toujours le PBTA, et voilà, ça permet d'explorer des cadres qu'on ne voit pas, et voilà, d'être plus acteur de son univers. Est-ce que tu peux révéler le nom de ton personnage quand même? Parce qu'il est changé là et que tu le vois sur le Discord où on enregistre, c'est ça. Oui, voilà. Alors, mon personnage s'appelle Monique Tremblay. Elle est québécoise, expatriée à Brindlewood Bay pour sa retraite. Voilà. Peut-être même elle était avant, mais on ne sait pas encore. Ça viendra au fil du temps. Ouais. Au fil des scénarios. Si on me pose la question, peut-être. Elle est très bonne cuisinière aussi, c'est ce qu'on a appris. C'est ça, voilà. Tu as joué à autre chose ou pas? Alors j'ai pas encore joué, mais je suis en train de... Tu nous avais parlé la dernière fois de notre période sur Terre, Our Time on Earth, et je suis en train de monter j'ai trouvé un joueur et on est en train de se monter ça pour faire une aventure comme ça, enfin une aventure pour faire ce jeu de rôle épistolaire. J'ai commencé le Our Time on Earth. Au moment où on se parle, j'en suis à la 2e semaine sur Terre, voilà. Et donc vous avez pris le truc une semaine, c'est ça? Pour jouer 6 semaines? On joue 6 semaines, ouais. Ouais, ok. Ouais. Et voilà, on a choisi, on a créé, on s'est mis d'accord sur toute l'organisation de la session. Donc on va voir ce que ça donne. C'est pas si facile que ça, hein. Effectivement, on s'était dit que se lancer, ce serait une petite étape. Là, on a commencé, ça va. Ce qui est pas forcément évident, c'est de trouver le bon dosage, en fait, de moment où t'envoies les messages, parce que l'idée, c'est vraiment que t'envoies les messages, mais t'es pas censé attendre. C'est pas un ping-pong. C'est écrit quand t'en as envie, en fait. Oui, c'est ça. Donc ça, et c'est aussi un rythme personnel à trouver. Et donc, du coup, vous envoyez quoi? C'est un message par semaine ou plus? Vous autorisez plus de messages par semaine?
Alors, c'est minimum un message par semaine. Ok. Nous, on s'est pas fixé de limite. Après, enfin voilà, toi, pour l'instant, on a dû s'envoyer 3-4 messages en tout. Mhm. Ouais. Ok. Mais bien sûr, c'est des messages forcément un peu plus longs que quand on Oui, c'est s'écrit sûr. Oui, c'est pas. enfin quand on communique avec des gens, tu vois, c'est pas salut, ça va bien. Enfin, Ouais, c'est ça. du coup, tu réfléchis quand même un peu plus, tu te poses il faut pouvoir se poser, ouais, pour écrire. C'est plus format lettre, quoi. Ouais, et puis pour chaque que tu joues 6 jours, 6 semaines, 6 mois, pour chaque fréquence, en fait, Mhm. récurrence, t'as quand même le jeu, il te propose d'essayer d'aborder un thème plus particulièrement. Donc c'est des pistes, hein. Je pense que c'est jamais contraignant, c'est pas il faut absolument le faire, mais c'est plutôt pour t'aider à rentrer dans pour amorcer en fait ton écriture, quoi. Mhm. Ouais, ouais. De donner des pistes. Mais ouais, bah, on va aussi se lancer là. Et alors, mon joueur m'avait proposé de le faire par lettre à l'écrit, mais je me suis dit, moi, j'ai plutôt refusé parce que j'avais peur que ça me mette trop la pression de le faire à la main, tu vois, de se dire voilà, faut que j'écrive assez, tu vois, faut que je remplisse quand même. Est-ce qu'il faut que je remplisse la feuille? Est-ce que j'ai écrit assez bien pour être lu et tout ça? Ça me mettait un peu la pression, donc j'ai proposé plutôt via Discord pour jouer. Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Non, non, moi je sais que par écrit ça aurait été compliqué à tenir, donc nous on fait par Discord, effectivement, c'est ce qu'on a choisi. Voilà, voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Alors on peut passer sur le gros morceau de cet épisode. Et oui, puisque donc maintenant on va parler de Cthulhu Confidential, un jeu dont on avait déjà discuté, qui est un jeu qui est sorti récemment en français. Et, je Oui. pense qu'il est quand même il date de 2016, hein, je pense en anglais. Et alors, il est sorti en VF en 2023. C'est Studio Dead Crows qui le fait, mais il a été édité en 2017 par Pelgrane Press aux États-Unis. Donc c'est un système basé sur le système Gumshoe One-to-One. C'est créé par Robin Delows, qui est aussi l'auteur avec Chris Spivey et Ruth Tillman. Voilà, ces auteurs américains traduits par Morgan Munz en français, donc pour la VF. Qui est la traductrice de Studio Dead Crow. On va déjà reparler du bouquin. Donc c'est format A4, 330 pages, une belle couverture cartonnée avec à l'intérieur. Donc on a trois villes, San Francisco, New York et Washington. Donc 3 ambiances et après une enquête par ville avec chaque fois un personnage différent, quoi. Ok. Donc ça c'est pour le truc. Il y a en plus donc des règles et des scénarios, il y a des descriptions les descriptions de ville avec des personnalités de la ville. Alors ayant existé ou pas, j'ai pas vérifié, je suis pas allé jusqu'à vérifier, mais je pense que je vois pas pourquoi Oui, il doit y avoir des personnes voilà, réelles. il doit y avoir des personnes réelles et des personnes fictives. Voilà, et à chaque fois voilà, ils décrivent un peu les personnalités de chaque ville et à chaque fois il y a des petites amorces pour un scénario. Par exemple, si voilà est-ce que le maire, il y aurait pas un petit truc bizarre avec le maire et tout ça et ainsi de suite. Il y a des différentes petites amorces qui permettent si on veut continuer à jouer dans cette ville, on peut jouer dans cette ville avec différents scénarios à créer, quoi. Mais il y a déjà un premier scénario, quoi. Il y a aussi des cartes en illustration, des cartes et des plans de la ville de l'époque, parce qu'on joue dans les années 30-40. Donc les cartes sont bien rendues, bien faites. Enfin, on a l'impression d'avoir une vraie carte de la ville comme on pouvait tu vois, en acheter à l'époque, quoi.
Après, pour les illustrations, c'est un petit bémol. Les autres illustrations sont pas folles. Il y a les portraits des contacts. Donc ça met bien dans l'ambiance. Je sais pas si tu te souviens, si je t'avais envoyé les portraits avec les... Oh, oui, je sais plus, mais je sais que j'ai vu le livre en vrai et j'ai trouvé que c'était un peu abusé, quoi. Ouais. C'était pas beau. Il y a des trucs en plus, il y a des illustrations dans le bouquin qui servent à rien du tout. Oui, c'est qu'elles ça. foutent là. Ouais, c'est du bouche-trou. J'ai l'impression que c'est du bouche-trou et du remplissage. C'est des Et puis trucs il y a tout des flous trucs, c'est avec vraiment une main moche, qui- quoi. Ouais. J'ai pas trop compris, ouais. Ouais, c'est le truc, c'est ça, c'est pas. Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment les illustrations. On aurait pu s'en passer là ou faire un peu des trucs. En plus, il y en a, il y a rien qui est lié aucune illustration liée au scénario vraiment, tu vois, qui aurait pu un peu genre quand on va voir des gens dans le scénario des PNJ, bah il y a aucune photo de PNJ ou de lieux sur lesquels on va enquêter, tu vois, il y a rien du tout là-dessus. Je trouvais ça un peu chiche, ouais. Et après, il y a des fois des illustrations. Tu te dis bon, est-ce que vous vouliez juste remplir ce quart de page là avec il vous fallait une illustration, ouais. C'est possible que ce soit ça en vrai. Hein. Bah sinon on fait on fait que 200 pages alors, mais ça ira aussi. Et pour avoir vu le bouquin, c'est vraiment l'impression que j'avais eu aussi. Hein. Après donc le jeu, parlons un peu du jeu. Oui. Donc c'est plus orienté enquête qu'action. On peut se le cacher avec un système de compétences. Donc si tu as la compétence, bah tu réussis forcément. Si tu n'as pas la compétence, tu peux appeler un ami qui aurait la compétence. Donc ça permet de développer des scènes. Ton contact. Voilà, d'appeler les contacts, de jouer une petite scène avec les contacts. Et puis après, voilà, résolution avec 1 ou 2 dés suivant ton niveau. Et après, il y a un système aussi, comme dit, d'atouts et de problèmes. Les problèmes, c'est pas vraiment des gros problèmes. C'est plus pour relancer un peu la narration. En fait. Voilà, Et les atouts, c'est des choses que tu vas pouvoir utiliser souvent one shot et qui vont te donner un gros bonus à un moment clé, quoi. Ouais, donc ça c'est toujours pratique d'avoir le bon atout au bon moment, quoi, qui peut te sauver un peu de Cthulhu ou de... Comme tu joues seul, c'est bien parce qu'en fait, si toi tu rates, il y a personne d'autre pour te ramasser, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Ça te permet de te sortir quand même de mauvaises situations, quoi. De situations où l'échec serait vraiment problématique. Après, j'ai l'impression que c'est quand même plus... c'est plus proche du jeu d'enquête que du jeu de rôle. Alors je sais pas si... Est-ce que t'as trouvé que t'incarnais beaucoup ton personnage plus que une Claire Harper dans un suspect ou... Un petit peu dans le sens où il y a les contacts, tout ça et tout. Mais j'ai trouvé qu'effectivement t'avais... Je pense aussi peut-être le fait d'être seul. T'as pas les interactions que tu peux avoir entre les différents personnages des joueurs et joueuses. Et de fait, ton personnage, on te dit, bah moi je faisais Viviane Sinclair, la journaliste. Bah en fait après j'ai créé aucun background lié à elle. Alors après c'est peut-être parce qu'on l'a joué comme ça, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont vraiment rajouter au background de leur perso. Mais comme t'es tout seul, bah tu as pas tendance à le faire, tu vas pas forcément le partager avec les autres. Tu vas pas avoir ces interactions, ces moments qui sont un peu hors de la trame principale où tu vas donner un peu de corps et de coloration à ton perso. Du coup t'es beaucoup plus focus sur l'enquête, quoi. Ouais. C'est mon ressenti. Après, moi, ça m'a pas dérangé parce que j'aime beaucoup tout ce qui est l'enquête en général, donc ça me convenait bien. Ouais. Mais effectivement, j'ai pas tellement eu l'impression, que le roleplay, il est pas mis spécialement en avant, remis dans les relations avec les contacts surtout. Ouais. Parce que même avec les PNJ, souvent, enfin les autres PNJ, t'es beaucoup plus dans le. De toute façon, t'es dans l'enquête. Questions, quoi. Ouais, tu leur poses des questions, ils te répondent. Il y a pas vraiment de roleplay. Après, ils disent, alors on l'a peut-être pas fait beaucoup parce qu'ils disent que des fois c'est un peu trop pressant et que trop de pression de jouer à deux et qu'il faut
qu'il faut peut-être faire une petite scène avec un PNJ contact, ça permet un peu de faire baisser la pression et tout ça. Mais je sais pas si ça apporte vraiment chose, parce que quand tu es dans l'enquête, on comprend bien que voilà, à un moment donné, ouais, si c'est l'enquête qui te passionne, bah ouais, on va pas aller voir un contact juste pour aller boire un café, quoi. Oui, on veut faire n'est avancer pas le trop truc, dans ce quoi. mood-là, ouais. Ouais, tout à fait. Et pourtant, oui, après, je trouve que c'est pas mal. Enfin, t'as pas le regard de l'autre qui te met la pression non plus. Donc, d'autres joueurs qui pourraient trouver tes actions un peu étranges et qui disent ah bah non, mais moi j'ai mieux comme idée. Donc ça, c'est pas mal aussi. Le format A2 est quand même bien, notamment pour jouer en ligne. C'est assez agréable, quoi, Oui, c'est assez facile, ouais. plus qu'à 4 ou 5, quoi. Et ce qui est vrai aussi, c'est que pour de la pure enquête, ce qui est pas mal d'être à deux, c'est que parfois, dans des jeux typés un peu enquête où t'es beaucoup, tous les temps que tu mets à te dire, alors te mettre d'accord avec les autres sur ce qu'on va faire ou pas, parfois tu perds un peu le fil. Là, j'ai trouvé que de fait, t'es plus dans l'immédiateté de tes décisions et du coup, t'es vraiment à fond, t'as vraiment ce sentiment d'être vraiment complètement dans l'enquête, quoi. Ouais, t'es vraiment à fond dans ce que tu fais, quoi. Tu m'avais dit que t'avais trouvé qu'il y avait des différences faites pas de difficultés, mais entre les scénarios ou les personnages à gérer, tu m'avais dit que t'avais trouvé que celle qu'on avait faite ensemble était plus facile à gérer que celle que t'avais faite avec une autre personne. Oui. Alors que c'est juste parce que moi j'étais très très forte. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça. Hein. Tu es peut-être c'est peut-être très forte. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a certains scénarios où il y a plus une temporalité et que tu peux pas forcément faire dans n'importe quel sens, alors que celui-là, je pense que tu pouvais aller voir. Il est peut-être un peu plus cadré, parce que dans l'autre, ça part un peu. Tu peux facilement vite partir dans plusieurs directions. Et si c'est pas la bonne, après t'as un temps de retard par rapport à un point où il y a une fête, où faut que tu prennes des informations à cette fête là. Si tu prends beaucoup de temps avant, ça peut venir, enfin c'est difficile de le rattraper, tu vois, de dire ah maintenant faut que t'ailles à la fête, d'essayer de le mettre comme ça, quoi, de l'amener joliment, quoi. Bon, il en reste toujours un que j'ai pas fait, que j'ai pas encore fait. Faudra que je vois s'il y a des gens intéressés. Je crois que j'ai déjà des joueurs intéressés. Et voilà, faudra que je le fasse, mais des deux que j'ai fait, c'est quand même après. Après, c'était peut-être mon impression, parce que c'était le premier que j'ai fait, et il y a aussi un truc qui me déplaît dans ces scénarios, c'est qu'en fait, ils te font c'est un déroulement par scène. Donc voilà, t'as une scène qui en entraîne une autre et tout ça. Ça, c'est traditionnel dans le jeu de rôle. Là, comme c'est de l'enquête, faut quand même que ce soit un peu lié. Donc ils te font une belle arborescence au début qui te dit, bah voilà, tu pars de l'histoire de base, en fonction de ce que tu sais, ce que tu apprends dans cette première scène d'introduction. Bah tu peux aller à 3 endroits différents, tu vois. Tu peux soit aller voir à son travail, voir son appartement, ou voir les flics, tu vois. Donc t'as trois chemins de base, et après toutes te permettent d'aller vers d'autres, vers d'autres. Tout converge. Voilà, tout converge vers la solution. Converge à un moment. Par contre, ces scènes, elles sont explicitées dans le livre, mais elles sont dans l'ordre dans lequel l'auteur les a pensées, tu vois. Il y a pas forcément, si toi tu pars dans un autre sens, que tu vas d'abord en 4, ensuite en 2, ensuite oui, tu vas pas forcément suivre le déroulé logique, voilà, pour l'auteur, quoi. Voilà. Et du coup, quand t'es MJ, ben en fait, il faut t'es toujours en train de tourner les pages, tu dis alors oui, tu vas aller voir machin. Alors c'est cette scène. Alors cette scène, elle est page combien? Alors tu tournes parce que et t'es toujours en train de chercher, parce que les scènes, elles ont un nom, genre atelier électrique de Fuller, tu vois, ce qui t'amène ensuite vers Charmante Charlie. Donc là, c'est si tu vas voir Charlie, mais Charlie, tu la vois à un autre moment, et donc
Il y a un autre, il y a un autre chapitre qui s'appelle Charlie ne cache rien. T'es toujours en train de Poser la question de savoir si t'es au bon endroit, en de fait. chercher les trucs. Quand on te dit bon bah là je vais voir machin, tu te dis ah ben s'il va voir machin, il manquerait un petit rappel des pages, de dire voilà si Un petit sommaire. ouais un petit sommaire ou dans leur déroulement, dans leur arborescence qu'ils ont faite, dire par exemple c'est atelier électrique de Fuller, hop ça c'est page temps pour t'aider à aller trouver les informations, et à pas trop, parce que j'ai beaucoup galéré notamment dans le premier, j'ai beaucoup galéré à retrouver les pages et j'ai trouvé ça un peu complexe, enfin un peu ça aurait pu être mieux organisé dans le truc quoi. Pas forcément super intuitif, quoi. Parce qu'ils te font un truc, ils te font un déroulé. Alors, comme dans certains jeux de rôle où t'as un scénario assez dans des rails, tu vois, t'as pas le choix. On en parlait pour le jeu de rôle du règne de la terreur. Comme t'as un chemin à suivre, ça. Mais là, comme ils disent, bah Oui. vous pouvez faire ce que vous voulez. Ben ouais, mais du coup t'es perdu dans les trucs. J'ai trouvé ça un peu dur de. Pas complètement satisfait, quoi. Ouais, et pourrait du coup pour la partie qu'on a faite ensemble, qui était ma deuxième partie, je me suis annoté le bouquin, j'ai dit bon bah ça c'est page machin, ça c'est page temps, et du coup j'ai pu plus facilement retrouver mes billes à ce moment-là quoi. Oui, finalement, t'as suppléé le manque qu'il y avait dans l'édition, oui. quoi. Mais sinon, le contexte de jouer dans les années 30, toi, est-ce que ça te plaît ou ça t'a plu ou pas? Ouais, moi j'aime beaucoup. Enfin, c'est une période, tu vois, à laquelle en plus je pense qu'on est habitué, qui est à la fois suffisamment éloignée de nous pour nous offrir un peu d'exotisme, tout en étant relativement proche. Et tu vois, à la différence du règne de la terreur, il y a quand même des choses qu'on sait, des choses qu'on sait qu'on peut faire. Ouais. On est plus à l'aise en fait sur, je pense, sur incarner, même là si c'est moins marqué dans ce jeu-là, on est plus à l'aise sur incarner des personnages de cette époque que des personnes qui sont effectivement au XVIIIe siècle, parce que des façons de penser malgré tout, ou des façons de concevoir le monde qui sont qu'on a du mal aujourd'hui à se figurer, même avec beaucoup d'empathie ou tu vois, ou même si on connaît très bien les périodes. Moi j'ai trouvé ça chouette, j'ai trouvé que l'énigme était pas mal, vraiment. Enfin l'enquête à résoudre, parce que c'était il y a eu des fausses pistes, il y avait des faux semblants, donc il y a eu des petits rebondissements. Après je pense que j'ai eu énormément de chance à la toute fin, vraiment. Je m'en suis hyper bien sortie, et voilà, c'était le bon moment, enfin c'était le moment qu'il fallait pas louper. Donc j'ai eu l'impression d'avoir triomphé avec énormément de panache, je ne sais pas. Mais ouais, moi je trouvais que l'énigme était plutôt, enfin l'enquête était plutôt cool. Ouais, les enquêtes sont plutôt sympas, toujours une petite touche de mystère, donc mais pas trop, donc voilà, on n'affronte pas tout de suite des entités de Cthulhu, mais voilà, c'est plus un truc où ça devient mystérieux au fil au départ, ça commence classiquement, et puis c'est ça... Oui, on s'éloigne progressivement du un peu enquête polar classique pour aller vers des choses un peu plus surnaturelles, quoi. Enfin, aux frontières du surnaturel, quoi. Et donc les trois sont un peu comme ça, quoi, sur le même style, quoi. Et il y a d'autres, là j'ai compris ils fournissent un scénario par perso, ou il y a plusieurs scénarios par perso? Il y a un scénario par perso qui est explicité. Alors attends, dans les descriptions de la ville, on te parle par exemple du théâtre Lafayette. Donc on te dit voilà, on te parle qu'il est 7e avenue, Grand Théâtre, et on te propose une amorce de mystère, donc Daphora, besoin de Vive, que Vive prouve qu'il n'a pas tué un journaliste, et ainsi de suite. Donc voilà. Ouais, donc t'as quand même des ouvertures pour créer d'autres. Voilà, t'as des ouvertures d'autres enquêtes, sur des trucs à chaque fois que tu vois un petit, qui te décrivent un bâtiment ou une personne, on te dit voilà, on te dit qu'il y a des légendes
les étudiants en médecine peu scrupuleux vont disséquer des corps là-bas et tout ça. Tu vois, des petits mystères comme ça. Donc voilà, il y a pas mal de petites amorces pour t'aider à partir sur un truc, quoi. Bon, ça c'est bien, si t'as envie de continuer avec les personnages. Ouais, voilà, si t'es pas mort au premier scénario, bah tu peux Tu peux embrayer sur une autre enquête. voilà, tu peux retenter ta chance de mourir une autre fois. Ben ouais, en tout cas moi ça m'a bien plu comme système et puis voilà, on n'est pas embêté avec des jets de dés tout le temps à se dire. Ouais, non, ça c'était bien, voilà. ça brise pas trop l'enquête, ouais. T'as quand même quelques jets de dés pour le suspense, pour dire voilà, est-ce que tu repères que t'es suivi, est-ce que tu repères pas, et puis ça donne un autre angle au fait, voilà, si tu repères que t'es suivi ou pas. De toute façon, tu discuteras avec la personne qui te suit. C'est juste comment ça va commencer, quoi, votre enquête et. Ouais, la prise de contact. Voilà. Ok, bah non, moi je te l'ai dit, hein, moi ça m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai trouvé que c'était moins roleplay, mais c'est pas grave parce qu'il y a d'autres jeux de rôle qui te permettent peut-être de faire plus ça, voilà. donc. Bah, il faut juste, voilà, faut en être conscient que voilà, on fera plus de l'enquête que du. Après, voilà, on peut aussi très bien aimer l'enquête plus que faire du théâtre avec son personnage, quoi. Ouais, tout à fait. Eh ben écoute Dédé, merci beaucoup pour ce retour. De rien. Je pense qu'on a fait le tour de nos sujets pour cette émission. Oui, on pourra se retrouver le mois prochain alors. Ouais, avec plein de nouvelles choses à se dire, j'espère. Bah écoute, merci encore à toi et merci aux auditeurs et auditrices. Merci à tous et à toutes. Et à bientôt. Salut. Allez, bientôt. Ciao.